J'aime bien une citation de Warren Buffett qui dit que c'est à marée basse qu'on voit ceux qui n'ont pas de maillot. L'alignement sales marketing, nous on est vraiment alignés sur le sales buyer et c'est là-dedans que le marketing doit servir le sales pour qu'il enable son buyer. Quand on est dans le business du SaaS, ça doit être MRR, ARR, peu importe, mais en tout cas le revenu. Et no pain, no sell, entre guillemets. Bonjour et bienvenue à tous sur ce nouvel épisode de We Are Sales, le podcast dédié aux sales by DCS. Je suis Nicolas, Head of Sales de Dreamcatcher Sales et j'ai le grand plaisir de recevoir aujourd'hui Dan Elkaïm de Topo qui va nous expliquer effectivement quelle est cette nouvelle structure, ce nouvel outil sales qui a été créé en 2022 suite à une carrière riche en expérience sales. Voilà, j'ai le plaisir effectivement de le recevoir aujourd'hui. Bonjour Dan, comment vas-tu ? Salut Nicolas, ça va très bien et toi ? Écoute, ça va très bien. Je te remercie, je te souhaite une très bonne année puisqu'on est le 9 janvier. Ouais. Voilà, date de l'enregistrement de ce podcast qui sera probablement diffusé début mars. Pour le coup, mais tu pars demain pour de nouvelles aventures. Ouais. Merci, bonne année à toi aussi. Merci. Écoute, ça va être une année riche pour nous. Déjà, l'année qui vient de s'écouler, qui était un peu l'année de fondation de Topo, on pourra y revenir, a été particulièrement riche en émotions. Et là, effectivement, demain, on décolle avec toute l'équipe de Topo pour San Francisco. Pour vivre une aventure qui s'annonce très sympa. On pourra en rediscuter, mais donc un incubateur de start-up dans la tech qui s'appelle Y Combinator. Pas n'importe lequel, effectivement. Et donc, on s'apprête à partir pour 3 mois là-bas, vivre l'aventure aux États-Unis, travailler avec eux aussi parce qu'ils ont un système de mentors, de partenaires avec un programme d'accélération là-bas. Et puis aussi vivre une aventure tous ensemble sur le continent américain qui, on le sait, en plus sur nos sujets sales, sont particulièrement matures. Donc on l'avait déjà touché du doigt de France. Ça va être sympa aussi de le vivre de là-bas. Ça va être assez incroyable, je pense, comme expérience, effectivement, et bravo pour ça, parce que c'est suffisamment rare pour être souligné. Ce que je te propose en guise d'introduction, c'est que tu puisses te présenter, effectivement, présenter Topo, et nous dire d'ores et déjà, pour entrer dans le vif du sujet, à quel pain vous répondez aujourd'hui sur le marché auprès de vos prospects et clients. Qu'est-ce que vous mettez en avant comme proposition de valeur ? Ouais. Écoute, donc je suis Dan, je suis un des cofondateurs de Topo avec Robin et Léo. Ça fait quelques années que je suis vendeur dans le SaaS. Ma dernière expérience avant de Topo, c'était dans une boîte que certainement beaucoup connaissent qui s'appelle Aircall, qui vend un outil de téléphonie d'entreprise dématérialisée. Je m'occupais des ventes sur des comptes mid-market et enterprise sur le sud de l'Europe. Et c'est un petit peu d'ailleurs à cette occasion-là. Déjà, c'est à cette occasion que j'ai rencontré Robin, une partie de l'équipe de Topo aujourd'hui. Et c'est à cette occasion-là qu'on a commencé à travailler sur le projet. Alors, pour pitcher Topo en 2 mots, donc Topo, on est un outil de collaboration entre un sales et son prospect. On fait ce qu'on appelle une digital sales room. L'idée et le concept derrière ça, c'est de dire je crée un espace virtuel qui va rassembler tous les interlocuteurs sur un deal et dans lequel on va rassembler tous les documents, toutes les next steps sur le deal pour faire en sorte que justement ce soit facilité, que la collaboration soit de plus en plus fluide. Okay. Ça vient d'un pain point qu'on a ressenti justement à l'époque d'Aircall où on s'attaquait à de la vente mid-market et enterprise. Et je pense que c'est un pain point assez traditionnel justement dans ce type de vente qui est le nombre d'interlocuteurs importants, les allers-retours avec les différents strates de décision, les parties prenantes internes comme externes, et donc des cycles de vente qui se rallongent, particulièrement complexes. Et si tu veux, on a toujours eu chez Aircall une ADN commerciale avec une segmentation et une expertise très pointue, comme aujourd'hui beaucoup font, sur l'organisation commerciale. En revanche, on arrive aujourd'hui à une époque où il faut un petit peu replacer l'acheteur et repenser, moi j'aime bien dire buyer-centric. C'est pas un truc qu'on a inventé du tout, mais il y avait les méthodes type customer-centric selling. Ouais. Je pense qu'on a été très sales
sales-centrique dans l'organisation pour stimuler l'expertise et c'était important. On a professionnalisé les métiers du sales. Nous, le constat qu'on a fait, c'est de dire, OK, en fait, il y a un contraste intéressant entre comment est-ce que je vends mieux versus comment est-ce que je rends plus facile à acheter. Ça peut paraître bête et c'est fin comme différence, mais en fait, on se met dans la peau de l'acheteur et ce qu'on se posait souvent comme question, c'est comment est-ce que je rends facile l'expérience, comment est-ce que je donne les moyens à mon champion de créer avec moi le projet en interne. Et donc, si tu veux, c'est un peu la genèse de Topo. C'est comment est-ce que je crée un canal de collaboration qui va rassembler tous les interlocuteurs sur un deal dans cet outil de gestion de projet qui centralise absolument tout ce qui se passe pour faire en sorte que ce deal aboutisse. Aille jusqu'au bout, effectivement. Ouais, c'est l'objectif. Donc, c'est ça, c'est un facilitateur, quelque chose, enfin, un outil qui va permettre d'améliorer la performance des sales, in fine, donc la croissance des entreprises, effectivement. C'est vraiment l'objectif. Premier beau succès, disons, le plus retentissant, Y Combinator. On y reviendra un peu plus en détail après si ça te va. Bien sûr. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu combien vous êtes aujourd'hui dans l'équipe sales, comment est-ce que vous êtes structuré et puis les différentes composantes, effectivement, métiers et on ira un peu sur le modèle économique juste après. Oui, bien sûr. Pour ça, je te refais un peu l'historique, peut-être la chronologie, parce que finalement, les équipes se sont construites avec le temps. On est 3 associés aujourd'hui, Robin, Léonard et moi. Je m'occupe de la partie go-to-market. Robin gère la partie vraiment expérience client et produit. Et Léonard la partie tech. On a commencé à travailler ensemble sur le projet à temps plein en septembre 2022. Néanmoins, comme je le disais, c'est un projet sur lequel on a fait un petit POC en étant chez Aircall, avec le soutien de Jonathan, un des cofondateurs d'Aircall, qui nous a souvent poussé sur ce projet-là, soutenu, et d'ailleurs qui est un des premiers investisseurs de Topo. Okay. Donc on est tous les 3, on s'est lancé à ce moment-là. On a levé un petit peu d'argent également à ce moment-là pour justement mettre le produit sur le marché, construire une équipe et un produit. On a recruté 3 développeurs. Vraiment pour nous aider à mettre ce produit sur le marché et construire une équipe tech hyper solide. Donc 3 personnes dans l'équipe tech. On est passé par une phase de bêta et d'itération assez longue sur le produit jusqu'à l'été dernier, donc pendant globalement 2-3 trimestres. Donc là, avec des clients en mode POC, c'est ça ou... Ouais, ce que nous on appelait des design partners. C'était l'occasion de tester plusieurs choses, de tester différents cas d'usage. Tu vois, aujourd'hui, on s'attaque au sujet de la relation client qui est particulièrement large. Et on adresse des équipes commerciales, on adresse des équipes customer success, on adresse potentiellement des équipes partenariat. En fait, je voulais savoir, déjà, on avait besoin de confronter ça au marché, de savoir qui tirait le plus de valeur de notre produit. Ouais. C'était une première étape. Deuxièmement, quelles étaient les fonctionnalités qui étaient les plus demandées et les plus clés, là où les gens avaient le plus mal. Et il se trouve que tu vois ce qu'on avait ressenti chez Aircall sur de la vente mid-market enterprise, avec 2023 et le contexte économique un peu compliqué, finalement ça s'est généralisé sur l'intégralité de la vente B2B. Ouais. Malheureusement, le pipeline est de plus en plus rare, les coûts d'acquisition élevés, les canaux un peu saturés, et les directeurs commerciaux ressentent des deals qui qui se rallongent, des deals qui sont décalés, des deals qui dorment dans le pipe. Et donc, je me pose la question, comment je fais pour accélérer mes cycles de vente, concrètement. Peu importe mon segment de marché. Donc, finalement, ça a été quand même une opportunité aussi pour nous de dire... initialement, on adressait les boîtes qui avaient de la vente complexe. Aujourd'hui, on a développé des fonctionnalités pour s'adresser à n'importe quel type de boîtes qui font de la vente B2B, d'équipes commerciales qui font de la vente B2B. Pour les aider à adresser l'enjeu de l'engagement du prospect. Donc ça, c'était aussi un point important sur la bêta, mais finalement, tu vois, en quelques mois, tu sors un produit, un MVP qui a un design approximatif, mais l'idée, c'est surtout de voir, d'itérer rapidement sur des fonctionnalités, sur la valeur, sur l'approche, sur les segments de marché, sur les industries aussi. En fait, beaucoup de monde...
ressentent le pain point de la difficulté d'amener en fait un prospect du call de découverte jusqu'à son closing. Ouais. Avant ça, on est plutôt bien outillé sur comment générer plus de pipe. Ouais. En revanche, on fait un premier call, le prospect est là. C'est dommage d'avoir investi tant sur le pipeline pour le traiter ensuite de manière presque aveugle. Ouais. Donc c'est là qu'on est rentré dans les équipes commerciales. Ouais. Donc cette première phase de l'année qui a été itération sur le produit. Et ensuite, on a commercialisé le produit à partir de l'été dernier. Donc ça, on a à peu près 6 mois de recul sur la commercialisation du produit. Ouais. Pour ça, on a 2 personnes qui nous ont rejoints sur des profils commerciaux. Valentin sur l'équipe commerciale qui travaille sur le marché français. Et Claire, du coup, plutôt sur le marché anglophone, UK et US. Claire, avec laquelle tu avais fait un live talk ici Exactement, même, il y a 2 ans. à l'étage, Aircall, Algolia, sur la relation AE-SDR, tout à fait. que vous pourrez retrouver évidemment sur We Are Sales. Voilà. Ok, donc ça c'est l'équipe commerciale aujourd'hui, c'est ces 2 personnes-là. Ouais. Toi. Avec moi, bien sûr. Voilà. Ouais. Et donc les premiers 6 mois, qu'est-ce que vous avez ressenti un peu qu'est-ce que vous avez ressenti du marché sur ces premiers mois-là? Déjà, il y a une première phase, c'est les bêta-testeurs, les convertir en clients payants. Et ça a été une bonne leçon pour nous, parce qu'il y en a certains pour qui c'était une évidence, parce qu'on délivrait de la valeur déjà. Et pour d'autres, c'était moins le cas. Et ça nous a permis justement de comprendre pourquoi et de nous concentrer sur les clients, les industries et d'affiner ce qu'on appelle notre ICP. Ouais. Donc pour ça, c'était intéressant. Et ensuite, si tu veux, c'est un challenge et c'est aussi pour ça que les premières personnes dans l'équipe commerciale ont un mindset d'entrepreneur. Parce que au contraire, tu vois, on venait de belles écoles de vente chez Aircall, chez HubSpot, chez Algolia. Ouais. C'est très différent de vendre un produit post-product market fit avec un playbook de vente très clair et très défini versus de créer son propre playbook. Ouais. Et pour ça, c'est comprendre les objections, les traiter et commencer à automatiser tout ça, comprendre les différents lead sources. Est-ce qu'on est meilleur? Quels sont les canaux sur lesquels on performe bien? Est-ce que c'est via du mailing, du cold call, un peu d'inbound avec les débuts du marketing, un peu de partenariat en commençant à poser les bases également? Tout ce travail-là reste à faire. Ouais, on part d'une feuille blanche, quoi. Mais c'est super excitant pour ça. Donc, nous, ce qu'on a ressenti du marché, pour répondre à ta question, c'est pour nous, comme je te l'ai dit juste avant, il y a eu une opportunité du fait du contexte actuel. Les boîtes rationalisent aujourd'hui leurs outils, se concentrent sur l'excellence commerciale. Aujourd'hui, tu vois, il y a eu des petites études ces derniers temps sur l'atteinte des objectifs des commerciaux B2B en moyenne sur l'année 2023. Malheureusement, on est autour de 60% des commerciaux uniquement qui ont fait leur target. Et entre guillemets, tu vois, j'aime bien une citation de Warren Buffett qui dit que c'est à marée basse qu'on voit ceux qui n'ont pas de maillot. Et du coup, c'est pour les directeurs commerciaux, c'est un peu ça. Je sais que j'ai des top performers. En revanche, est-ce qu'ils sont portés par la réalisation par de le leurs contexte, par le pipeline qui coule à flot, ouais, c'est ça. Ou au contraire, est-ce que tu vois, avec un peu moins de pipeline et des deals plus durs à gagner, ils sont toujours là. Ils sont toujours impliqués, engagés. Ouais. Okay. Donc c'est un élément qui a été pour nous important dans la porte d'entrée dans le produit, tu vois. Donc pour te remettre en perspective, c'est Digital Sales Room, c'est le canal de collaboration entre le sales et son prospect. Néanmoins, derrière ça, du coup, ça nous permet de tirer pas mal d'insights sur les deals. Lesquels sont chauds, lesquels sont froids, sur lesquels je dois passer du temps. Ouais. Est-ce que tous mes interlocuteurs sont impliqués? Est-ce que j'ai que mon champion, mais du coup, je suis en phase de closing, mon décisionnaire n'est pas encore dans la boucle, ou en tout cas, il n'a pas passé du temps sur la proposition. Ou au contraire, j'onboard des nouveaux commerciaux,
ils doivent s'approprier le process. Comment est-ce que je les guide pour faire en sorte qu'ils suivent le process correctement, un process que j'ai standardisé et que pas chaque commercial suive le process à sa sauce. Ouais. Donc ça, c'est des enjeux fréquents et communs. Et vous êtes évidemment les premiers utilisateurs de Topo. Oui, bien sûr. Et ça doit vous aider à accélérer aussi dans cette phase de market fit et de définition de on fait vivre l'expérience d'acheteur à nos prospects avant qu'ils deviennent eux-mêmes des clients et utilisateurs de Topo. Donc, ils vivent l'expérience à travers ça, c'est intéressant. Pour moi, il y a un point clé également. C'est ça votre démo, quoi. Ouais, on fait vivre la démo complètement. Ouais. Il y a un point clé aujourd'hui. Tu vois, si on prend le cycle de vente traditionnel B2B, je le schématise vraiment parce que ça va dépendre des segments de marché, mais découverte, démo, proposition de valeur, proposition, parfois un POC, closing. C'est en 2023, et ça le sera encore en 2024 et par la suite, illusoire de penser que le prospect va nous attendre sagement entre chacune de ces étapes ce qu'on va lui apporter. Il y a, pareil, je redonne une stat qui est que on a étudié dans le comportement de la décision de l'acheteur, 80% de sa décision d'achat dans le process B2B se fait sans le commercial. Ça veut dire qu'on se parle aujourd'hui, on va se parler dans 2 semaines pour une next step, mais pendant ces 2 semaines, qu'est-ce qui se passe ? Mon prospect il va être influencé par plein de choses, par des posts sur LinkedIn, par des échanges avec son équipe commerciale, par la discussion au café, par la discussion avec des compétiteurs. Comment est-ce que moi, en tant que commercial aujourd'hui, entre les temps morts entre 2 meetings, je suis capable de les animer à l'image de ce que je ferais en marketing avec du nurturing, comment est-ce que je l'applique à ma relation commerciale. Ouais, une fois le cycle de vente enclenché. Exactement. Ouais. Et c'est via Topo, via ce canal de collaboration, qu'on met en place l'animation de ces temps morts, avec des follow-up réguliers, avec la création d'un canal asynchrone aussi pour le champion. Il peut poser des questions, il va venir impliquer les interlocuteurs en amont. Et donc c'est aussi via ce genre de proposition de valeur qu'on a séduit nos premiers clients. Ok. Quand on en parlait la dernière fois, tu m'avais dit, je crois qu'il y a 4 fois plus de décisionnaires impliqués dans un cycle de vente aujourd'hui qu'il y a 10 ans. Ouais. Et donc ce qui rallonge évidemment le cycle de vente, si on n'est pas capable de les impliquer suffisamment tôt dans le process. Tout ce qui le fait capoter d'ailleurs. Voilà, et exactement, c'est ça, c'est la déformation aussi de celui auquel on a parlé initialement et de ce qu'on a dit à cette personne-là qui va pouvoir faire capoter ou pas le deal entre les deux. Donc la partie nurturing dans ce cycle de vente enclenché, effectivement, est une grosse proposition de valeur et répond à un pain de... Ok, j'ai réussi effectivement à faire ma démo ou mon pitch à un premier interlocuteur, mais qu'est-ce qui se passe ensuite ? D'accord. Donc, pour revenir sur le produit en tant que tel, donc effectivement, il y a cette notion de centralisation des données du deal. Il y a cette notion effectivement de mailing, d'automatisation. C'est ça ? Tout à fait. Qu'est-ce que tu peux nous dire d'autre sur le produit ? Il y a une notion qui est intéressante, c'est ce qu'on appelle le plan d'action mutuel, qui est une timeline partagée. C'est-à-dire qu'à la fin de chaque meeting, je vais partager mon écran, je vais fixer la next step avec mon prospect. Et en fait, on va mutuellement se donner du travail, entre guillemets. Moi, qu'est-ce que je peux t'apporter en tant que commercial pour te faciliter le travail ? Toi, quelle va être la prochaine étape ? Voilà, nous, comment on travaille. Mais peut-être que de ton côté, il y a aussi des éléments à ajouter. Et en fait, ça me permet d'avoir une approche de découverte continue. Pareil, ça me paraît illusoire aujourd'hui de penser que dans un cycle de vente de 3 mois, on va faire une découverte au début du cycle de vente. Si ma découverte, elle n'est pas à chaque call, à chaque interaction que j'ai avec mon prospect, je vais découvrir des informations, je vais être aveugle sur certaines informations qui vont apparaître au fur et à mesure. Donc c'est très important d'être aligné sur les prochaines étapes. Donc on a aussi un module qui est le plan d'action mutuel avec une relance automatique sur des tâches communes qu'on a. Il y a toute une partie analytique, justement, dont je te parlais, sur un scoring de l'engagement d'un deal, sur combien de temps mon prospect a passé sur chaque document, également pour comprendre. Je reçois des notifications, tiens, il a passé du temps dans ta room, pour comprendre exactement ce qui s'est passé. Et il y a aussi une fonctionnalité clé, c'est l'alignement sur le contenu marketing pour le commercial. Tu vois, si tu veux, il y a eu historiquement dans le monde du sales enablement
des super solutions d'alignement entre sales et marketing, où je diffuse du contenu des équipes marketing ou enablement aux commerciaux. Moi, j'en ai été les premiers utilisateurs et je trouve ça super puissant. En revanche, si tu veux, si on a un axe marketing, sales, acheteur, le sales, lui, son focus, c'est sur sa collaboration avec son acheteur. Et entre guillemets, en termes d'UX, j'ai envie que ce soit dans ce canal de collaboration que le marketing m'adresse des contenus que je vais pouvoir, moi, diffuser à mes prospects. Donc ça, on le propose également, d'avoir des librairies de contenu, des librairies de templates de room également, qui ont été préparées par le marketing pour que les commerciaux puissent, avec ce système de nurturing dont on parlait avant, envoyer du contenu régulièrement à son prospect, répondre à une objection, etc. Et enfin, il y a une brique que nous, on appelle workflow et automation, de pouvoir dire justement, je veux planifier la manière dont je fais mon suivi avec mon prospect, dont je mets du rythme, et donc pouvoir dire, dans 3 jours, je partage ce contenu, ou alors avoir une recommandation de contenu. On arrive à l'étape post-démo, je te recommande d'envoyer cette customer story avec un client similaire, etc. Hyper intéressant. Tu parlais un petit peu de solutions existantes sur effectivement certains des modules, typiquement aujourd'hui. Est-ce que vous avez des concurrents en frontal? Je crois qu'il y en a quelques-uns sur le marché américain en particulier, c'est ça? Ouais, bien sûr. Alors, si tu veux, notre concurrence, on est sur un marché relativement naissant, relativement jeune. La Digital Sales Room, ça pouvait exister sous quelques formes. Ça existait, tu vois, par exemple, en M&A sur des deals longs avec ce qu'on appelait des data rooms. Enfin, voilà, ça existe toujours d'ailleurs. Et là, ça arrive... Nous, on appelle ça Digital Sales Room, parfois Customer Collaboration Platform, parfois Buyer Engagement Platform. Enfin bref, il y a beaucoup plus de termes. Néanmoins, on reste un outil de performance commerciale, on reste un outil d'enablement, et ça, c'est pas nouveau. Donc, il y a évidemment des acteurs. C'est la façon de le faire. Ouais, c'est la façon de le faire. Tu vois, je te parlais de cet axe, de l'alignement sales marketing. Nous, on est vraiment alignés sur le sales buyer. Et c'est là-dedans que le marketing doit servir le sales pour qu'il enable son buyer. Okay. Désolé pour ces anglicismes. Non, ça fait partie de l'innovation, tu le disais en intro aussi. Le marché américain a toujours un peu cette longueur d'avance, donc c'est aussi des notions qui viennent de là-bas, quoi. Ouais, non, mais donc, si tu veux, les concurrents historiquement sont américains sur le marché de l'enablement. Et il y a effectivement des acteurs comme nous qui se sont lancés dans les dernières années, notamment aux États-Unis, sur une proposition similaire de Digital Sales Room. Mais donc aujourd'hui, j'ai plutôt envie de te dire que le gâteau est trop petit pour se disputer les parts. Donc il y a vraiment un travail d'évangélisation du marché où on va faire grossir ensemble ce que c'est que ce concept de Digital Sales Room avant de se dire que c'est une compétition frontale à laquelle on va se livrer une bataille, quoi. Tu m'as dit la dernière fois aussi, les sales sont des flemmards. Bon, tu m'as plutôt dit, on est des flemmards. On est des flemmards, ouais. Je suis le premier sales. Ouais. C'est aussi un moyen, effectivement, de rendre la vie plus facile aux sales. Parce que ça évite la multiplicité des outils, ça évite et ça permet de ne pas perdre le fil, effectivement, pendant tout ce temps du cycle de vente. Et de maximiser les chances de transformer finalement le deal, quoi. Ouais, écoute, je me permets de dire les sales sont des flemmards, je dis on est des flemmards, mais en fait c'est plus dans les tâches du quotidien, les tâches de follow-up. Si tu veux, quand on a créé Topo, on a pris toutes les composantes qui font d'un top performer un top performer sur le rythme, le mapping des interlocuteurs, les next steps, le forecast, vraiment toutes ces choses-là, et on a essayé de les transformer en fonctionnalités. Je te donne un exemple sur le rythme. On en parlait tout à l'heure. Si on a des next steps qui sont prévus toutes les 2 semaines, je suis aujourd'hui obligé, si j'ai envie d'avoir un cycle de vente qui s'accélère, d'avoir un petit touchpoint tous les 3 jours. Soft, mais en tout cas, il doit se passer quelque chose. Ça, c'est un moyen de l'automatiser. J'ai envie de prévoir
que dans 3 jours, je vais partager une customer story ou un webinar qui est clé ou quelque chose, en tout cas, qui m'a... Oui, c'est ça. Qui, Pas forcément de prospect call to m'a posé une action, question. Voilà. mais en un tout point de cas, contact. Ouais. je dois rester sur le haut de la pile des priorités de mon prospect. Ok. Donc ça, c'est un point important. Et pour ce faire, je suis obligé de livrer à mon commercial une expérience aboutie, automatisée, simple. Pour ça, tu vois, par exemple, j'ai, disons, sur un Drive ou sur un Notion, une bibliothèque de contenu. La tâche de, je vais sur mon Notion, je prends le contenu, je le télécharge, je l'envoie par mail à mon prospect, je rédige un petit truc à côté. Après, je suis un peu aveugle sur est-ce que ce contenu est consulté ou pas. Nous, aujourd'hui, c'est je suis dans ma room, comme d'habitude, et mon prospect m'a posé une question, je ne sais pas, sur la sécurité de mes données. Et en fait, on m'a suggéré d'envoyer le contenu sur la sécurité et je drag and drop ce genre de choses. Ça peut paraître bête et très simple, mais le commercial aujourd'hui gère plusieurs dizaines d'opportunités en même temps. C'est un chef de projet, c'est un consultant, un chef d'orchestre. Et donc, je dois m'assurer justement de lui fournir les outils pour aligner interlocuteur, next step, rythme, forecasting, parce qu'on est exigeant aujourd'hui et on doit l'être pour continuer à closer des deals en 2024. Ouais. Oui, c'est ça. Il faut évidemment pas négliger la qualité, mais la quantité, évidemment, a son rôle aussi, quoi. Ok, très clair. Tu parlais tout à l'heure d'un paradigme qui a un peu changé. Alors effectivement, depuis quelques mois, années, je ne sais pas exactement, mais alors, depuis quelques années, ça c'est sûr, on parle de customer-centric selling. Aujourd'hui, on s'achemine, et du fait du contexte aussi, de cycle de vente qui s'allonge, de la multiplicité des interlocuteurs, vers un fonctionnement plutôt orienté buyer, donc buyer-centric. Ça tient effectivement du fait que le marché est plus mature sur les outils SaaS, que les acheteurs sont plus matures aussi sur ces nouveaux modes de consommation des logiciels en l'occurrence et des outils. Ouais, je pense que c'est la somme de plusieurs, je dirais, éléments contextuels ou tendances de marché. On parlait tout à l'heure du fait que le pipeline était de plus en plus dur, donc on va aujourd'hui regarder un close rate ou une durée de cycle de vente. C'était des métriques il y a quelques années auxquelles on prêtait peut-être moins attention. Il y a également ce sujet du nombre d'interlocuteurs, il y a certainement le sujet de l'asynchrone qui prime. Il y a quelques temps, je parlais avec un VP Sales chez Salesforce. Il me partageait une information qui peut paraître bête, qui est un détail, mais qui, selon moi, veut dire beaucoup. Au niveau mondial chez Salesforce, comment Salesforce utilise Salesforce, ils ont ajouté un champ dans l'opportunité qui est une case à cocher, CFO impliqué ou pas dans le deal. Ça date d'il y a 6 mois, ça, tu vois, ouais. cette nouvelle. Évidemment, quand on parle à des boîtes de plusieurs centaines, plusieurs milliers de personnes, on a toujours la direction financière qui est impliquée. Néanmoins, aujourd'hui, on se rend compte que même sur des boîtes plutôt PME, plusieurs dizaines ou quelques centaines de personnes, on doit faire un business case pour prouver le ROI d'une solution. On doit parler au CFO de manière systématique, Ouais. merci. Et donc, quand on parle de buyer-centric, c'est aujourd'hui, convaincre un champion, c'est qu'une toute petite partie du travail. Il y a tellement de projets dans lesquels le champion est convaincu de la valeur de notre produit qui aboutissent pas. Et donc, je reviens sur, je dois donner les moyens à mon champion de vendre avec moi en interne parce que c'est clé. Et donc, comment est-ce que je fais pour l'aider à prioriser cette décision? Comment est-ce que je fais pour l'aider à impliquer toutes les bonnes personnes dans la boucle? Et donc, si tu veux, on a sur des customers centriques ou sur des médics qui sont des des bons frameworks de travail, etc. On coche des cases de est-ce que j'ai ou pas une information sur mon prospect. Paperwork, compelling event, pain point, etc. C'est toujours ultra et hyper d'actualité. Mais justement, je pense que un peu le revers de la médaille de ça, c'est que
on fait vivre une expérience très segmentée à notre prospect. Et parfois, il y a un peu une espèce les Américains, ils disent sales fatigue. C'est le prospect aujourd'hui. Côté prospect. Le prospect aujourd'hui, il arrive dans un cycle de vente et il est presque déjà un peu désabusé de OK, tu vas me faire ta phase de découverte et ensuite, d'accord, tu vas me faire ta démo. Je la connais, ta méthode. Voilà. Et ensuite, on va parler prix, etc. Et finalement, des deals ne se feront pas par simple frustration. Je vais encore donner un chiffre qui avait été sorti, je crois, par McKinsey. 85% des acheteurs en B2B trouvent que leur dernier achat a été complexe ou difficile. 85%. Complexe ou difficile, ça peut être plein de choses. Hein. Ça peut être long, complexe, en tout cas pas agréable. Pas fluide, et en fait, on est biaisé aujourd'hui par la facilité d'acheter en B2C. Et on est biaisé aussi même par la facilité d'acheter certains logiciels en self-service, en claquant des doigts. J'essaye, j'achète, je fais une période d'essai de 10 jours, à la fin je mets ma carte, j'achète, c'est terminé. Pour les boîtes qui sont encore drivées par des sales, comment est-ce que, face à ça, j'adapte ma manière de vendre et de travailler aux exigences d'un acheteur qui n'a pas envie de passer des heures au téléphone avec un commercial. Et pour ça, du coup, je lui crée un canal de collaboration asynchrone. Je lui rends la vie facile. Je lui laisse, entre guillemets, je lui donne les moyens. Je lui laisse aussi prendre sa décision en étant là pour les moments et les interactions à forte valeur ajoutée. Oui, c'est ça. Cette notion d'asynchrone est très importante. C'est lui qui maîtrise le temps qu'il veut mettre à la découverte, finalement, des informations complémentaires. Hors les informations indispensables et à forte valeur ajoutée, effectivement, qu'on lui donnera en direct. Ok, tout ça, du coup, effectivement, la solution Topo aujourd'hui, elle est vraiment orientée dans cette veine-là, orientée buyer. C'est aussi, tu me le disais, ce qui a plu à Y Combinator, c'est le côté buyer engagement platform. Comment, pour tous les fondateurs et les équipes de start-up qui nous écoutent, comment on arrive dans un incubateur tel que Y Combinator? Je dirais qu'on est quand même chanceux d'être arrivé là. C'est absolument pas un accomplissement pour nous. C'est au contraire, je te dis, on est chanceux de pouvoir vivre cette expérience, de pouvoir bénéficier de l'expertise, notamment sur des sujets SaaS des équipes et des partenaires de Y Combinator, mais aussi de la communauté, des alumni, etc. Pour nous, on est encore tellement au début de l'aventure que ça doit être un tremplin, un levier pour continuer dans notre vision produit, accélérer, prendre des raccourcis aussi pour aller plus vite. La vélocité à notre niveau, ça reste l'état d'esprit numéro 1, c'est-à-dire quelqu'un qui nous parle aujourd'hui et qui nous parle dans 2 ou 3 semaines, il doit ressentir qu'il y a quelque chose qui a avancé. Et si tu veux, quand tu es une jeune start-up comme nous, une petite dizaine de personnes, et que tu parles à des boîtes de plusieurs centaines, plusieurs milliers de personnes, si tu veux faire la différence face à un mastodonte et ton champion, il va prendre le risque de signer avec toi et pas forcément avec la facilité, le dinosaure, j'ai envie de dire, c'est parce qu'il sent que, ça vaut à écouter, et 2, ça va vite. Et je pense que c'est aligné avec ce que Y Combinator véhicule, propose. C'est la vélocité, la rapidité d'exécution. Quand on met un sujet sur la table, on doit être capable de prendre une décision rapidement et qu'ils ne reviennent pas forcément à toutes des réunions d'équipe. Ouais. Je pense qu'il faut avoir ce qui leur a plu également, c'est une vision globale dès le début et une ambition élevée qu'on a de se dire, et je pense que d'ailleurs c'est l'héritage de nos années Aircall. Tu vois, alors on n'était pas là dès les premiers employés d'Aircall, on ne peut pas s'attribuer ce mérite-là. Mais quand Jonathan, par exemple, et Shalom, par la suite, ont créé une équipe commerciale chez Aircall, ils ont recruté un sales en France, puis un sales au UK, puis un sales en Allemagne, puis un sales en Espagne, puis un sales aux US. Et ensuite, ils ont mis un deuxième sales en France.
si tu veux, on voit beaucoup de schémas différents. Ouais. Je recrute une équipe commerciale en France, et ensuite, une fois que j'ai 5-6 commerciaux, que je sens que j'ai une traction, je vais ouvrir un pays, puis encore un autre pays. Et là, on est sur une autre démarche complètement. Et c'est un peu l'approche qu'on a vendue, c'est-à-dire verticale sur le focus sur l'industrie. Aujourd'hui, on est plutôt, on adresse plutôt, et nos clients, c'est des boîtes de logiciels B2B qui font du coup cette vente, qui vendent en SaaS B2B. En revanche, aujourd'hui, et avec seulement 6 mois de recul, on a des clients dans 5 pays. On en parlait au début. Donc vous avez choisi d'aller vers cette strate-là aussi, quoi. Ouais, bien sûr. Alors, après avoir un peu itéré, parce que c'est pas facile. On est des Français. En termes de culture, culturellement, etc. Alors, dans les recrutements aussi, tu vois, c'était important de pouvoir recruter des personnes qui avaient la capacité de vendre à l'international, tout ça. Chose qu'on a fait et qu'on continuera de faire. Mais c'est aussi dans l'ADN de Y Combinator d'avoir une ambition et une ambition globale dès le début. Une ambition en termes de géographie, mais aussi une ambition, tu vois, nous, quand je te parle de buyer engagement ou de digital sales room, on est encore au début, c'est encore une catégorie assez jeune, mais je suis convaincu que dans quelques années, une bonne partie des deals B2B se feront via des digital sales rooms. J'en suis convaincu. Et donc, c'est le pari aussi qu'ils font avec nous. Ils le sont aussi, a priori, ouais. Ok. Et comment ça se passe? On dépose un dossier, tu te fais repérer, coopter? Non, c'est un dossier. Ouais, tu déposes une candidature. Tu déposes une candidature sur une plateforme en ligne ou une Combinator. Tu réponds à un certain nombre de questions sur ta boîte, sur ton produit, sur ta vision, sur ce que vous avez déjà fait, en combien de temps, etc. C'est assez dense, assez exigeant. Il y a 2 vidéos, une vidéo du produit, démo, et une vidéo de pitch également des fondateurs. Et à l'issue de ça, au bout de quelques temps, si on est sélectionné à l'issue du questionnaire, on a un oral, une interview orale, qui est un exercice hyper intéressant, à la fois à vivre et en même temps sur laquelle se préparer. Je pense que, d'ailleurs, je recommanderais, parce que nous, on l'avait fait 1 an avant, au moment où on n'avait même pas encore de produit, et on n'avait pas été pris, mais ça nous avait permis de nous poser beaucoup de bonnes questions. Donc c'est pour ça que je recommande aux gens de le faire, parce que ça permet de se poser et de se poser les bonnes questions sur les critères, parce qu'ils sont très transparents sur ce qui fait qu'ils recruteront quelqu'un ou pas. Donc cet oral, c'est un exercice intéressant qui dure 10 minutes, qui est très court, dans lequel on n'a pas l'occasion de pitcher sa boîte vraiment. C'est plutôt une série de questions très courtes, avec des réponses attendues très courtes. Mais tu vois, ça force à avoir un esprit de synthèse et à être très clair. Il n'y a pas de réponse à moitié, il n'y a pas de réponse politiquement correcte, il n'y a pas de réponse grise, c'est blanc, noir, on te pose une question, c'est soit oui, soit non, soit une réponse attendue, claire à la question. Et donc, je te dis, cette préparation, elle est exigeante, elle est super intéressante, parce que quoi qu'il arrive, que ça le fasse ou pas, tu sors de cet entretien qui a beau être très court. En fait, ils ont passé en revue toutes les composantes de la boîte. Et donc, tu dois être aussi en capacité de te poser la question, est-ce que je suis capable de répondre à cette question clairement? Et si la réponse est non, c'est que peut-être qu'il y a quelque chose à creuser. Et d'ailleurs, c'était notre cas. On n'est absolument pas parfait. Mais du coup, tu te dis, je sais pas, combien tu as de clients aujourd'hui, en combien de temps tu les as signés, par quel canal, quel est le canal le plus performant, comment c'est qui votre utilisateur, quel persona. Et en fait, c'est ce genre de questions qui reviennent et auxquelles tu dois répondre d'une manière très, très franche, très directe, très concrète. Donc voilà, un exercice intéressant. Et ensuite, à l'issue de ça, 24 heures après, soit ils te répondent par mail que tu n'es pas sélectionné, et ils te donnent des explications assez claires d'ailleurs de ce pourquoi est-ce que tu n'as pas été sélectionné, parce qu'on l'avait eu 1 an avant. Soit ils te proposent de faire un call pour te dire qu'ils ont décidé de te sélectionner et de rejoindre le batch. Par mail toujours, ils te le proposent. Ils te proposent un call. Non, ils te disent est-ce qu'on pourrait faire un call. Et ça, ils te l'écrivent par mail. Donc là, tu es content quand tu ouvres le mail. Et ensuite, tu fais le call et ils te disent que
donc ils te proposent de rejoindre le batch de Y Combinator. Nous, en l'occurrence, c'est le batch d'hiver. On est 7 boîtes françaises D'accord. dans le batch d'hiver. Sur combien de boîtes? Sur 150. D'accord. Il me semble que c'est quelque chose comme ça. Mais ce qui est super satisfaisant, tu vois, en étant un peu chauvin, c'est cool. Alors, on vient tous d'environnements très différents. Beaucoup de boîtes qui font de l'intelligence artificielle également aussi, c'est d'actualité, évidemment. Mais donc, je pense qu'il y a un vrai savoir-faire, quoi qu'il arrive, d'entrepreneuriat. Et surtout, je pense qu'on a moins peur qu'avant, en tant qu'entrepreneur français, d'aller très tôt aux États-Unis. On n'a plus le complexe. Je sais pas, mais en tout cas... Plus de modèles, plus de... Ouais, je pense que déjà, il y a eu une génération d'entrepreneurs et de scale-up qui ont montré que c'était possible de le faire. Ouais, je pense que les quelques licornes qu'on a eues en France, notamment dans le monde du SaaS, nous ont prouvé que, tu vois, des Aircall, évidemment, des Content Square, des Datadog, des Front, toutes ces boîtes-là... qui sont des boîtes, et j'en oublie, mais des boîtes franco-américaines, hein, presque, hein, vraiment dans l'ADN. Oui, c'est ça, qui ont vraiment passé le pas. Ouais. Et donc, nous, personnellement, c'est des exemples à suivre de se dire que, en plus, encore plus dans notre marché sales B2B, les États-Unis ont toujours été, je te le disais, un petit peu en avance là-dessus. On le ressent dans les interactions qu'on a avec eux. On a aussi de la concurrence là-bas. Et on a envie d'aller s'y confronter. C'est un signe de maturité d'avoir de la concurrence. Et pour nous, on a envie d'être sur les deals qui sont compétitifs. C'est très différent dans l'approche d'être sur des deals dans lesquels tu es seul. Du coup, tu dois prouver déjà qu'il y a des pain points, la valeur ajoutée face à ça, pourquoi est-ce que tu es la bonne personne pour répondre à ces pain points. Et ensuite, on rentre dans une deuxième phase d'achat. Là, les deals qu'on a en ce moment, c'est plus pourquoi est-ce que vous êtes les meilleurs pour répondre à la problématique. Ouais. On sait qu'on a un besoin. Complètement. Ok, très clair. Et alors, donc vous partez demain, 10 janvier. Donc là, vous y êtes déjà pour ceux qui nous écouteront en mars, pour 3 mois, c'est ça? Et toute l'équipe part. Ouais. C'est ça, hein? Toute l'équipe part. Ouais. C'est un choix. Alors d'ailleurs, ils recommandent de le faire. Ouais. Nous, on est déjà un poil plus avancé que certaines boîtes en termes, je dirais, de taille d'équipe, hein, plutôt. Ouais, ils nous recommandent de le faire. Et nous, c'est un choix qu'on a voulu faire pour plusieurs raisons. Déjà parce que on rentre à Y Combinator non pas uniquement par le fruit du travail des 3 fondateurs, mais par le fruit du travail d'équipe. Pour des sujets pratiques, de travailler tous sur une même time zone aussi. Mais surtout parce que on pense que ça va être assez fondateur dans l'état d'esprit qu'on va apprendre et l'aventure qu'on va vivre là-bas tous ensemble. Et quand on parlait d'équipe fondatrice, on a envie que tout le monde soit imprégné de cet état d'esprit pour que ça puisse rester dans la durée dans l'histoire de la boîte. Donc ouais, on va vivre un peu le truc. Alors là, à l'heure actuelle, je l'ai pas encore vécu pour en parler, mais on va vivre le truc de vivre tous ensemble dans une maison et de travailler sur Topo en continu pendant 3 mois. Donc ouais. Ça devrait créer des liens, ça devrait fédérer un peu. C'est un beau team building. C'est ça, c'est un beau petit team building de 3 mois, focus sur la boîte, effectivement. Sur le côté, effectivement, différence culturelle, et en particulier sur le marché américain, avec un mindset orienté sales, pas mal, et business en tout cas. Tu me racontais une anecdote assez amusante, puisque là, vous allez partir à 8 dans une maison, donc avec le côté fédérateur et création de liens que ça va avoir. Il y aura aussi probablement besoin pour chacun, aussi proche êtes-vous, d'un peu d'espace perso. Vous avez réussi à louer une maison qui était au-dessus de votre budget. Ouais, mais effectivement, c'est un truc assez significatif qu'on a vécu. Alors, c'est une petite anecdote, mais donc on avait évidemment ces exigences d'avoir un espace intéressant pour tout le monde. On a trouvé une maison qui correspondait parfaitement et qui était au-dessus de notre budget. Et donc, si tu veux, la boîte qui gère la maison nous a proposé, pour faire baisser le prix et pour avoir un discount,
de faire de la promotion de l'expérience et de la vie qu'on allait vivre dans la maison et de notre expérience YC à San Francisco sur LinkedIn, parce qu'on a très humblement une petite audience. Mais j'ai trouvé que c'était significatif de l'état d'esprit. Exactement, ouais. Tu vois, on rentre dans une négociation, c'est win-win. Je suis prêt à faire un effort pour te donner quelque chose. Toi, en l'occurrence, en contrepartie, qu'est-ce que tu peux m'apporter? Et là, on est carrément dans de la micro-influence B2B, tu vois. Ouais. Mais ça m'était jamais arrivé en Europe qu'on me propose ce genre de deal. Et là, dès la première interaction, on me propose ce genre de choses. Donc ouais, je trouve que ça en dit, ça dit quelque chose sur l'état d'esprit de ce qu'on va vivre à San Francisco. Yes. C'est prometteur, effectivement, sur les relations avec vos prospects et futurs clients là-bas. Du coup, on a parlé effectivement de Topo, là où vous en êtes aujourd'hui. On a parlé un peu de ta vision du marché et de cette façon de vendre qui doit s'y adapter aussi, évidemment. On a parlé de Y Combinator. J'espère que c'est des éléments effectivement qui contribueront à ce que les dirigeants, les head of sales et puis les équipes commerciales puissent se projeter avec plus de facilité dans tous ces sujets-là. Si ça te va, maintenant, j'ai quelques questions un peu plus directes et un peu à la façon Y Combinator, peut-être, je sais pas. Plus questions-réponses tac au tac à te poser. Ok, c'est parti. Donc aujourd'hui, vous avez votre ICP. D'abord, un ICP, ça peut être amené à évoluer, mais celui d'aujourd'hui, il est identifié. C'est lequel et c'est quoi les objections principales que cet ICP-là t'objecte, justement? Ouais, notre ICP aujourd'hui, c'est des boîtes de B2B SaaS entre 100 et 1000 employés partout dans le monde. Okay. Si je précise sur les personas, on a des directeurs commerciaux, VP Sales, CRO, Head of Sales, peu importe. Des équipes Sales Ops, RevOps, Sales Enablement, qui réfléchissent à ces sujets de fluidification du cycle de vente, d'amélioration de la collaboration entre sales et acheteurs, et qui sont un peu en fait honneurs des métriques sur lesquelles on va avoir un impact. En l'occurrence, taux de closing, durée d'un cycle de vente, et donc sur la top line de combien est-ce que je vais closer. Mais donc ça, c'est notre ICP. Les objections qu'on nous pose, c'est comment je m'assure que mes prospects se connectent sur ma room. En fait, je vais créer un espace partagé entre le sales et le prospect. Comment est-ce que je m'assure que mon prospect il passe du temps? À ça, on y répond de plusieurs manières. Premièrement, déjà, on fait vivre l'expérience d'achat avec le prospect à nos interlocuteurs. On leur envoie une room, on leur fait vivre cette expérience-là pour leur montrer à quel point c'est facile. C'est-à-dire, on a construit la plateforme pour aussi la collaboration entre une boîte et une autre externe. Tu vois, on a fait des tests de reproduire un espèce de mini topo sans intégration CRM, sans analytics, etc., avec des outils de gestion de projet. Et ces outils-là, ils ne sont généralement pas pensés pour la collaboration externe entre deux boîtes. Donc nous, on a voulu rendre cette capacité particulièrement fluide, particulièrement pratique, sans demander de se créer un compte, soit quoi que ce soit, pour que justement, ce soit facile pour le prospect de s'y connecter. Okay. Et ensuite, on y répond aussi en mettant Topo comme un outil d'exécution commerciale. C'est-à-dire, c'est pas que l'asynchrone. À la fin du call, le sales partage son écran, dit... Nicolas, là, si on échange pendant les prochaines semaines, ça va rapidement se transformer en long thread d'email. Je pense que tu vois ce que je veux dire. Où il va être difficile de retrouver les bonnes informations, d'impliquer les bonnes personnes. Du coup, on a investi dans un outil pour vous faciliter un petit peu la tâche, dans lequel je vais rassembler tout le monde. Et en plus, vous aurez les moyens d'inviter des personnes aussi à venir collaborer dessus. Donc voilà, je vous le présente, on peut fixer la prochaine étape, voilà nous comment on fonctionne dans les prochaines étapes, et je vais vous envoyer le lien juste après, puis petit à petit je vais vous partager du contenu, comme ça vous aurez un lien unique sur lequel tout se passera, et vous pourrez inviter les bonnes personnes pour qu'ils aient aussi de la visibilité sur ce projet. Et en fait, si tu veux, c'est dans une démarche de, tiens, c'est quelque chose de nouveau déjà, mais les personnes que je vois dans ma démarche, c'est-à-dire peut-être que je vois des concurrents, ils ne me proposent pas ça. Et tu vois, on a fait des entretiens avec des prospects de nos clients
qui sont devenus leurs clients également, en utilisant Topo. Et ils ont dit ça a eu un impact aussi parce que moi, par exemple, quand j'ai présenté à un codir, un copil, peu importe, mon choix, j'ai utilisé Topo pour présenter l'offre du fournisseur A. Et pour le fournisseur B, je me suis rendu compte que je n'avais rien à part peut-être un PowerPoint. Et j'ai pu impliquer les décisionnaires très tôt, etc. Donc ouais, si tu veux, l'objection de comment je m'assure que mon prospect se connecte dessus, c'est la question la plus fréquente et on y répond de manière comme je viens de te l'expliquer. Toi, les KPIs que tu regardes, ceux que tu préfères, c'est lesquels? MRR. MRR. Et je pense d'ailleurs que on peut regarder plein de KPI, évidemment, mais rien d'autre. Il doit y avoir une North Star, une métrique qui obsède tout le monde, pas uniquement les sales, qui obsède toute une boîte. Et en l'occurrence, quand on est dans le business du SaaS, ça doit être MRR, ARR, peu importe, mais en tout cas, le revenu. D'autant plus que vous avez un modèle à l'usage. Ouais. Modèle économique, on n'a pas tellement parlé finalement, mais c'est à l'usage, hein, c'est ça? Ouais, c'est un prix de licence par commercial, par personne qui va collaborer avec l'externe. Ensuite, on a des rôles qui viennent créer du contenu, être en administration, etc., qui ne sont pas facturés, mais en tout cas, un commercial qui collabore avec un prospect, il a une licence de manière assez traditionnelle. Mais donc, ouais, pour revenir sur la métrique, pour moi, c'est important d'être clair d'ailleurs. Si on veut suivre quelque chose, c'est le MRR, c'est la métrique numéro 1. Pour la petite anecdote, chez Aircall, sur notre outil sur Slack en interne, enfin Slack ou Teams, peu importe ce qu'on utilise, chaque matin, chaque soir, on recevait le MRR en direct. Ok. Et c'est significatif, tu vois, ça dit aussi quelque chose sur l'état d'esprit, sur le mindset commercial. Ouais. Tout le monde, dev, produit, sales, marketing, tout le monde. Et d'ailleurs, ça dit aussi quelque chose quand on parle de package, de système de rémunération variable, etc. Tout le monde est aligné sur une métrique, c'est le MRR. Ouais. Oui, toutes les équipes, pas uniquement les équipes sales, ouais. mais toute la boîte. C'est quoi, toi, ton style de management? 2 éléments qui dictent un petit peu le cycle de management. C'est la transparence. Pour moi, et c'est d'ailleurs les modèles aussi que je reproduis, les modèles de management que j'ai vécu, c'est d'être très transparent dans le feedback, dans les informations également, dans mon périmètre évidemment, mais la transparence au maximum, avec beaucoup de bienveillance. Et la deuxième, c'est l'exigence. Si tu vois, là, si je résume ça, transparence, exigence, bienveillance. Mais pour aligner ces 3 points, ça revient presque un peu au... parce que là, pour le coup, on parle de management. Moi, là, je te réponds sur mon métier, sur du sujet de management commercial. Ça revient au point d'avant, métrique. Il faut que les règles du jeu soient définies. Tu vois. Il faut que ce soit très clair. Il y a un objectif. Et c'est malheureusement le rôle du sales, il est bête et méchant. Est-ce que ma target est accomplie ou pas? Moi, en tant que manager commercial, la question que je dois me poser, c'est est-ce que je mets le commercial dans les meilleures dispositions pour progresser, 2 performer, pour que justement je sois en capacité d'évaluer son niveau sur est-ce qu'il a accompli sa target ou pas. Et je ne me pose pas la question de est-ce qu'il y a des raisons pour lesquelles il n'atteint pas sa target. Donc moi, mon obsession, c'est est-ce qu'ils sont dans les meilleures dispositions pour performer et est-ce que je joue mon rôle là-dessus. Et ensuite, c'est transparence, exigence, bienveillance. Mais globalement, la question, c'est est-ce que tu as accompli ta target ou pas. Est-ce que tu es plutôt cold call ou cold mailing? Cold call. Cold call, cold call, ouais. Ouais, je pense que c'est une bonne manière déjà d'avoir l'occasion d'échanger avec un prospect, d'avoir son feedback. Un mail, c'est facile de dire non. Au téléphone, si on dit non, on doit expliquer pourquoi déjà. Et je pense d'ailleurs pour des boîtes early stage comme nous, c'est important de faire du cold call, pas uniquement pour générer des opportunités, mais aussi pour prendre la tendance du marché. Commencer le cold call en posant la question, est-ce que vous ressentez ça? Et si oui, et qu'on arrive à avoir le meeting, évidemment, c'est mieux. Mais dans tous les cas, on a pris de l'info. Dans tous les cas, on a pris de l'info.
Mais s'il est bien fait, auprès de la bonne personne, avec le bon icebreaker, avec aussi le... Tu vois, on parle beaucoup d'intent ces derniers temps, plutôt sur la partie pipeline cette fois-ci. À quel point est-ce que j'ai des signaux qui me montrent que cette personne, elle, qui est dans mon persona, serait un bon acheteur pour moi. Et du coup, c'est cette chose qui va ce signal qui va déclencher l'acte de l'appel. Ouais. Et c'est là-dessus que je vais me baser justement pour pitcher ma proposition de valeur. Donc, ouais, je dirais le call sans hésiter. Call. Yes. Est-ce que tu as en tête un conseil, le meilleur conseil sur l'aspect sales qu'on t'ait donné? Ouais, j'ai envie de parler de focus. Focus sur l'ICP, sur le persona. Parfois, on essaye dans nos calls de découverte de faire rentrer un peu des carrés dans des ronds. Et no pain, no sell, entre guillemets. Mais donc, ça ne veut pas dire que c'est plus facile, notamment parce qu'on parle souvent d'outbound, etc. Mais je dirais, en termes de focus, je parlais récemment avec quelqu'un qui était dans l'équipe commerciale chez Gong, très tôt dans l'histoire de Gong, et qui a vécu le 0 à 100 millions d'ARR. Il y a quelque chose qui m'a frappé, c'est que de 0 à 100 millions d'ARR, ils n'ont vendu uniquement qu'à des boîtes de logiciels. Ils refusaient des leads inbound de boîtes qui n'étaient pas là. Pour une seule et bonne raison, c'est qu'ils étaient obsédés par ce sujet du focus go-to-market, c'est-à-dire je veux que mon playbook de vente soit clair, unique et facile à suivre. Je veux que mon produit, en termes de cas d'usage, desserve particulièrement bien, apporte de la valeur à cet ICP. Et donc pour moi, voilà, c'est des cycles de vente qui seront plus courts. À partir du moment où je touche à mon product market fit et que je comprends qui est mon ICP, on reste là-dessus, on se focus là-dessus. Évidemment qu'on est capable de vendre à d'autres personnes, à d'autres industries, à d'autres personas. Mais c'est potentiellement des cycles de vente qui vont être plus longs, c'est potentiellement des risques de churn. Donc, moi, je dirais focus. Dispersion. Ok, très clair. Pour toi, ça serait quoi aujourd'hui la stack sales idéale? La stack sales idéale, bon, le CRM, évidemment. Notamment Salesforce et HubSpot qui aujourd'hui ont une bonne partie du marché, qui sont des très bons outils. Et ensuite, je pense qu'il faut découper le funnel et associer un outil en fonction des étapes du funnel. Je pense qu'au début du cycle de vente, il y a des outils de sales automation, notamment du mailing, qui sont utiles pour faire de l'outbound. Un outil de calling, pour le coup, là, je ferai la promotion de mes vieux amours, donc évidemment Aircall. Un outil d'engagement avec le prospect, un outil de digital sales room, par exemple pour Topo. Ouais. Mais tu vois, si tu veux, on a souvent investi beaucoup sur les outils de pipeline, enrichissement, sales automation, calling, etc. Et on est presque un peu aveugle quand il s'agit de closing. Donc ouais, je parle évidemment de Topo. Il y a des outils de réécoute de call aussi qui sont super utiles, que nous on utilise et qui sont vraiment utiles à la fois pour se réécouter, se coacher, s'entraîner en équipe et en même temps pour partager l'enregistrement du rendez-vous. Dans Topo d'ailleurs, on peut le faire pour le prospect. Les outils de management de la performance, de calcul des rémunérations variables aussi. Je pense par exemple à Cobra qui est un bon tool pour manager les équipes commerciales. Voilà, ça me paraît déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Ouais. Et le mieux évidemment, c'est quand tous ces outils-là fonctionnent ensemble. Ouais, mais aujourd'hui, ça me paraît, ça me paraît tellement évident que si tu veux, dans la liste des prérequis de quand j'achète un outil, le sujet de l'intégration est presque la première question. Donc ouais, évidemment, quand on parle de Salesforce, HubSpot, ça doit rester la source de vérité business. Et donc,
tous les outils doivent venir se plugger autour. Nous, on est particulièrement bien intégré à Salesforce et HubSpot justement pour ça. Et c'est un vrai, il y a une vraie façon de bien le faire. Et Tout à mal fait. le faire ou le faire un peu à l'arrache peut Ouais. aussi être très compliqué pour la suite, quoi. Complètement. J'ai une dernière question pour toi. Ça fait plusieurs mois, en tout cas 2023 a été une année compliquée sur le marché de la tech, mais plus largement sur beaucoup d'industries et de marchés. Comment est-ce que tu vois les mois qui arrivent, cette année 2024 en particulier? Écoute, moi je suis plutôt optimiste. Évidemment, on a vécu quelques années qui étaient exceptionnelles au sens propre du terme, je pense. Et ça permet de se recentrer sur ce qui est essentiel. Se poser les questions, est-ce que mon produit il apporte vraiment de la valeur aux acheteurs et à qui? Je parlais juste avant de focus en termes de conseils, mais du coup ça permet vraiment aussi de se dire ok, à quel point est-ce que mon outil c'est un must-have versus un nice-to-have, et en fait il ne faut pas croire qu'il peut être un must-have pour tout le monde. Pour certains ça va être un must-have, pour d'autres ça va être un nice-to-have. Donc moi je suis convaincu que dans les prochains mois, on va juste se reconcentrer sur délivrer un maximum de valeur à nos clients, se concentrer justement sur ceux qui en tirent un maximum de valeur, mettre l'accent sur l'excellence commerciale. Aujourd'hui, pas une équipe commerciale B2B peut dire que c'est facile de vendre. Et je pense que du coup, il faut passer du temps sur rendre le process clair, simple, facile à suivre par tous les commerciaux pour qu'on les mette dans les bonnes dispositions pour performer. Merci beaucoup, Dan. Merci à toi, Nicolas. C'était hyper intéressant, en tout cas j'ai Cool. trouvé. J'espère Ouais. que vous penserez évidemment la même chose, chers auditeurs de ce podcast We Are Sales. N'hésitez pas à commenter effectivement et à nous faire vos feedbacks sur cette intervention et cet échange qu'on a eu avec Dan. Et puis on se retrouve au prochain épisode. À très bientôt. Salut, bonne journée. Ciao.